m'appelle François, j'ai 36 ans. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu hospitalier en tant qu'aide-soignant. Et puis, de découragement en découragement, je suis arrivé à la rue. La descente a duré près d'1 an et demi. À partir du moment où on devient SDF, c'est une des premières choses qu'on dit de soi. C'est pas vraiment génial. C'est le plus dur, oui, c'est dans le regard de l'autre. Cette honte, en fait, tout simplement qu'on me reconnaisse. Pour le reste, avec de l'organisation, un petit peu d'effort, on trouve abri comme nourriture, comme de l'aide. J'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez discret. Je conserve ça encore, et puis je vois qu'effectivement ça me sert. Je choisis un petit peu comme ça quand même les gens avec qui je traîne, comme on dit. Tout comme je me tiens loin de la violence et des gens qui pourraient en générer, je me tiens loin de l'alcool, loin de la drogue. Ce qui me fait le plus peur, ce qui me fait le plus mal, ce que je redoute le plus, c'est qu'un jour je m'aperçois comme ça qu'il n'y a plus de solution, que je devrais finir ma vie comme ça. C'est ça. Je suis devenu comme un produit défectueux pour les gens. Moi, je crois que c'est ça le pire. Ça serait déjà pas mal de revenir à ma vie d'avant, parce que j'étais quand même quelqu'un comme tout le monde, et puis très heureux. J'avais un travail dans lequel je me plaisais énormément. Je me posais pas les questions. C'était naturel. J'étais heureux à mon travail, j'étais heureux chez moi. Dès que je serai prêt, effectivement, je reviendrai. Oui, mon rêve aujourd'hui, ça serait d'avoir mon chez-moi, tout simplement. Un petit pavillon, une clôture blanche, je sais pas. Ça devrait être ça. Il doit pas être, mon rêve, il doit pas être différent de ceux des autres. Encore, je pense. François n'a pas souhaité qu'on le filme. Mais le témoignage qu'il nous a offert nous a bouleversés et choqués. Parce que François fait partie aujourd'hui des 300 000 personnes sans domicile fixe en France. Et que parmi ces 300 000 personnes, il y a 42 000 enfants. Nous, on a un toit, de quoi manger, de quoi se laver. On ne sait pas si François réalisera bientôt son rêve de retrouver un chez-soi. Alors en attendant, on a imaginé des petites maisons mobiles, comme des refuges provisoires, que l'on pourrait placer au Havre dans notre ville. On a donc demandé à une architecte, Caroline Loisel, de nous aider à concevoir ces tiny houses. Premièrement, on s'était dit que ce serait pour une personne, mais si c'est pour une mère et son enfant, il faut qu'elle soit assez spacieuse pour eux deux. Deuxièmement, il ne faut pas qu'elle consomme trop d'énergie. Et troisièmement, il ne faut pas qu'elle coûte trop cher pour la construire. Du coup, il y a un espace de vie et une seconde pièce pour l'espace toilette. Oui. Pour l'énergie, on a réfléchi et on aimerait bien qu'elle fonctionne avec des panneaux solaires. Ce qu'on aimerait bien aussi... On a longtemps discuté et on a abouti à un cahier des charges très précis. On voudrait que les maisons soient construites en bois recyclé, qu'elles aient un poêle, qu'elles soient équipées d'un petit vélo qui produise de l'énergie quand il n'y a pas de soleil, et qu'une petite éolienne prenne le relais les jours de grand vent. Et surtout, très important, qu'elle soit belle. Du coup, je vois que vous avez fait des dessins et sur le plan d'organisation et sur l'esthétique extérieure de la maison. Ça, c'est très chouette.
Ce que je voulais vous dire, c'est vrai que pour les tiny houses, il y a des petites contraintes. Les contraintes techniques pour la construire, et les contraintes, c'est que vu que c'est mobile, il faut que ça puisse être transporté et de l'usine jusqu'au premier site, mais après que ça puisse rebouger d'un autre endroit. Alors, passer sous les ponts et tout. oui. Du coup, les contraintes, c'est il y a des dimensions imposées, et notamment la largeur et la longueur et leur hauteur. Alors la largeur, c'est pas très large, ça fait à peu près 2,50 m. On peut partir sur une longueur de 5 mètres et à peu près un gabarit d'une hauteur de 3,50 m, comme un étage courant. Suite à ça, je pense qu'on va pouvoir, moi avec votre cahier des charges et puis vos idées, je vais travailler de mon côté. Et puis vous aussi, vous allez avec ces nouvelles contraintes. On s'est mis au travail, nous dans notre classe et Caroline dans son agence. On a dessiné des plans de l'extérieur et de l'intérieur et on a réfléchi à la décoration. Et quelques semaines plus tard, Caroline est revenue nous présenter le projet finalisé et ça nous a beaucoup plu. On en a même fait une maquette. Voilà, j'ai travaillé avec des petits dessins à la main. Je ne sais pas si vous voyez. Comme vous, comme vos plans sur les feuilles vertes. D'abord avec une organisation sur le plan. Et après en coupe et en 3D avec des petits croquis. Et je me suis dit que vu qu'on peut construire des tiny houses assez hautes, du coup je me suis dit qu'on pouvait mettre le lit au-dessus de la salle de bain. Comme ça, si on veut, au lieu d'avoir un canapé lit, on peut avoir un petit coin nuit au-dessus de la salle de bain avec une petite échelle et le lit au-dessus. Ça, je ne sais pas si ça pourra vous plaire. C'était pour profiter du volume. Une fois que j'avais mis ça en place, je l'ai fait sur mon logiciel. Alors on recommence, on remet les murs extérieurs. Ouais. Oui, par exemple, là on pourrait changer les couleurs. Parce que le jaune, peut-être tout le monde n'aime pas le jaune. Alors attends, je vais essayer de trouver une autre couleur. Qu'est-ce que vous auriez préféré comme couleur? Du bleu? Du rouge? Quand on a vécu à la rue, il faut du temps pour se reconstruire. Du temps et du calme. Alors nos tiny houses, on a décidé de les placer dans des endroits paisibles et agréables au Havre, comme à l'Arboretum, face à la mer ou au jardin suspendu. Nos petites maisons, elles sont faites pour que les hommes et les femmes comme François prennent ce temps-là. Qui s'y installent gratuitement, sans payer de loyer, le temps de retrouver une vie normale. Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. Celui qui a dit ça n'avait même pas de maison. C'est Bernard Moitessier, un navigateur vagabond. Pour nous, rêver demain, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de sans-abri. Que tout le monde puisse dormir au chaud, dans un endroit confortable et beau.